L'histoire du peuple juif commence il y a plus de 3000 ans. Dans le désert naît la foi en un Dieu unique qui ne tolère aucune divinité rivale. Bientôt, le monothéisme va transformer le monde. Guerre et persécution dispersent les Juifs sous tous les horizons. Au gré de la gloire ou de l'adversité, leur histoire s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Partout, leur influence est considérable. Ils sont penseurs de génie, scientifiques, artistes. Comment, à travers le temps, les Juifs parviennent-ils à préserver leur identité ? Un homme sur la voie de l'ascension. Moïse Mendelssohn, philosophe et juif. Il a étudié l'histoire de son peuple, dont il entend améliorer le sort. Mendelssohn est invité au château de Sans Souci, un juif à la cour de Frédéric II, roi de Prusse. De quoi fait-il commerce, ce juif? Je fais commerce d'une chose que vous n'avez pas, la raison. Philosophe de l'Aufklärung, les Lumières allemandes, et penseur éclairé, Moïse Mendelssohn brille par son ouverture d'esprit. Au-delà de l'Allemagne, ses écrits sont diffusés dans l'Europe tout entière. C'est à cette renommée qu'il doit son invitation à Sans Souci. Le baron von Fritsch, ministre de Saxe, lui voue une grande admiration. Il a fait le voyage jusqu'à Potsdam pour s'entretenir avec le célèbre juif. Mendelssohn met à profit l'intérêt de cet homme d'État pour faire entendre ses revendications politiques. La tolérance religieuse doit valoir à l'identique pour tous, même pour les juifs et les musulmans. Laissez-nous être des hommes parmi les hommes. Il nous revient les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'à tous les citoyens. Aux yeux du baron von Fritsch, Mendelssohn incarne l'idée maîtresse de la philosophie des Lumières. Tout homme peut se libérer des entraves liées à sa condition sociale. Esquivant une entrevue, le roi de Prusse refuse sa porte aux philosophes juifs. Il s'oppose aussi à ce que Mendelssohn soit nommé membre de son Académie des sciences, bien que les plus brillants esprits de Prusse l'aient choisi à l'unanimité pour rejoindre leur rang. Cette marque de reconnaissance lui est refusée parce qu'il est juif. Ambitieux et avide de connaissances, Moïse Mendelssohn quitte Dessau et le foyer familial dès l'âge de 14 ans pour suivre son maître, nommé rabbin à Berlin, capitale de la Prusse. Il doit contourner la moitié de la ville car les Juifs ne peuvent alors entrer dans Berlin que par une seule et unique porte, celle par laquelle les chrétiens mènent leurs bestiaux au marché. Mais bien d'autres humiliations attendent les Juifs à Berlin. La Prusse accueille uniquement les Juifs qui possèdent une certaine fortune ou qui peuvent se rendre utiles en tant que commerçants, usuriers ou médecins. Le jeune Mendelssohn n'a rien de semblable à offrir. En revanche, il bénéficie de la caution de son maître, qui lui-même jouit du statut de juif protégé. Grâce à des lettres patentes, les juifs peuvent obtenir un droit temporaire de séjour et de commerce en Prusse, à condition de s'acquitter d'une taxe royale de 1000 thalers, une petite fortune. À l'époque, la ville de Berlin compte 100 000 habitants, dont à peine 2000 juifs. Ici, même la réussite ne protège nullement de l'expulsion. Dans ce pays, au dire du roi de Prusse, Frédéric II, chacun peut faire son salut à sa façon. Exception faite des citoyens juifs. Tolérance et équité ne valent pas pour tous. C'est ainsi que la plupart des juifs restent en retrait. Ils vivent en marge de l'environnement chrétien. Ils lisent l'hébreu et parlent le yiddish.
Ils n'ont qu'un droit de commerce limité et sont exclus de nombreuses professions. Ceux qui ont de la chance trouvent un emploi dans les manufactures qui viennent d'être fondées à l'époque par quelques juifs aisés. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Moïse Mendelssohn lui-même travaille dans une manufacture de soie. Chargé de la comptabilité, il établit des factures et vérifie la marchandise. Autant d'activités assommantes, comme il les appelle, qui minent les meilleures années de sa vie. Car Mendelssohn a bien d'autres projets. En fidèle partisan des Lumières, il veut lutter contre l'oppression dont sont victimes ses coreligionnaires. Mais pour obtenir leur émancipation, les Juifs doivent impérativement, selon lui, s'ouvrir à la société du pays et s'adapter. Les idées de Mendelssohn sont reconnues et appréciées par de nombreux Juifs. Conserver avec soin des souvenirs et objets personnels perpétuent, aujourd'hui encore, sa mémoire, comme ses lunettes de protection contre la poussière, exposées au musée juif de Berlin. La nuit, Mendelssohn se consacre à ses écrits traitant de religion et de philosophie. Il acquiert aussi des connaissances profanes, réprouvées par les rabbins. Outre le latin, l'anglais et le français, il maîtrise une langue qu'aucun juif ou presque ne connaît alors, l'allemand. Moïse Mendelssohn est le premier à traduire la Torah en allemand. Le texte est imprimé en caractères hébraïques, les seuls à pouvoir être lus par la plupart des juifs de son temps. Par ce biais, Mendelssohn avait notamment l'intention d'inculquer la langue allemande à ses coreligionnaires. Évidemment, certains rabbins orthodoxes ont réagi avec virulence. Pour eux, la Bible était sacrée et ne pouvait en aucun cas servir de manuel d'allemand. Mais d'autres juifs, ceux qui étaient partisans d'une intégration dans la société allemande, ont accueilli avec enthousiasme cette traduction de la Bible par Mendelssohn, ainsi que ses écrits philosophiques. Assimilation certes, mais pas au détriment du judaïsme. Mendelssohn invite les juifs à participer pleinement à la vie publique, en tant qu'hommes et citoyens, tout en restant fidèles à leurs convictions religieuses. Ces deux aspects, selon lui, forgent l'identité de chacun. Il faut être un citoyen éclairé et juif. Mendelssohn lui-même évolue sciemment dans deux univers distincts. Pour la communauté juive, il est Moïse de Dessau, comme il écrit son nom en yiddish. Et pour la société civile, Moïse Mendelssohn. À son initiative, les premières écoles libres juives voient le jour. Dans ces établissements accessibles gratuitement à tous, garçons et filles, chrétiens ou juifs, sont éduqués ensemble. Les enfants ne lisent pas seulement des textes religieux. L'allemand, les sciences naturelles et les mathématiques figurent aussi au programme. Seule l'éducation permet de sortir du ghetto de l'isolement. Mendelssohn en est intimement convaincu. Ces nouvelles écoles, fondées à la fin du XVIIIe siècle, ont formé, pour ainsi dire, l'ancrage institutionnel des Lumières allemandes. Par ce biais, on a vu apparaître une nouvelle génération de juifs allemands qui voulaient vivre en harmonie avec la tradition juive, mais aussi avec la langue et la culture allemande et avec les sciences profanes. Les milieux intellectuels chrétiens eux-mêmes applaudissent aux idées de Mendelssohn. Certains l'appellent même à se convertir au christianisme, car il voit là une étape logique de sa carrière. Mendelssohn s'y refuse. Quiconque l'a compris ainsi l'a mal interprété. Ses idées ouvrent la voie à l'émancipation des Juifs de toute l'Europe. Grâce à lui, de nombreux Juifs prennent conscience de leurs propres valeurs et trouvent la force de lutter pour leurs droits. Et leurs efforts seront couronnés de succès. Du vivant de Mendelssohn, ses revendications sont converties en loi, pas en Prusse, mais en Autriche. L'édit de tolérance publié en 1781 accorde aux Juifs ce que le philosophe considère comme un droit fondamental. Ils sont désormais des citoyens comme les autres. Cela leur ouvre de nouveaux horizons.
en particulier à Tchernowitz, à la frontière orientale de l'Empire des Habsbourg. Les Juifs participent à la construction de la ville et assimilent la culture germanophone, alors au diapason de Vienne. Vers 1900, plus d'un tiers de la population est de confession juive. Une maison nationale juive, sorte de centre culturel, est l'expression de cette nouvelle conscience. Les pierres tombales du cimetière juif témoignent de l'ascension sociale au sein de la communauté locale. Avocats, directeurs de banque, professeurs. Et même un maire juif. Et puis, il y a le yiddish, la langue à part entière des juifs d'Europe orientale. Résolument, la communauté de Tchernowitz exige sa reconnaissance officielle. À Tchernowitz, ils sont rares aujourd'hui à perpétuer le yiddish. Parmi ses défenseurs, l'écrivain Joseph Burg est le chef de la communauté israélite. Les accents de leur voix résonnent comme l'écho lointain d'une culture juive, jadis florissante en Europe de l'Est. Quand j'étais étudiant à l'université de Vienne, mon professeur m'a demandé quelle était ma langue maternelle. J'ai répondu, le yiddish, monsieur le professeur. Je m'attendais à ce qu'il rétorque en me lançant ce fameux préjugé. Le yiddish, c'est du mauvais allemand. Le yiddish, c'est un dialecte. Eh bien non. Le sage homme m'a répondu, le yiddish, mon jeune ami, est une langue en soi. Joseph Burg habite le quartier juif de Tchernowitz. Il se souvient de la soixantaine de synagogues et oratoires qui existaient autrefois. Mais le national-socialisme et le communisme ont été dévastateurs. Tous les matins, les Juifs de Tchernowitz se retrouvent pour l'office. Beaucoup de ces hommes en prière ne doivent leur survie qu'au hasard du destin. Non loin de Tchernowitz, de l'autre côté du fleuve Dniepr, se trouvait jadis la Russie. Jusqu'ici s'étend le souffle froid du grand et hostile empire des tsars, a écrit le poète juif Joseph Roth. Un autre monde par-delà le fleuve, et d'autres conditions de vie, pour les juifs aussi. À la fin du XVIIIe siècle, le tsar conquiert de vastes régions de la Pologne, où vivent alors la plupart des juifs européens. Mais pour éviter qu'ils se dispersent dans le reste de son empire, le tsar assigne aux juifs des zones de résidence qu'il leur est interdit de quitter. C'est là que grandit l'écrivain Marie Antin, vers la fin du XIXe siècle, avant d'émigrer aux États-Unis avec sa famille. Dans ses livres, elle dépeint le quotidien des Juifs dans l'Empire tsariste. J'étais prisonnière. Ma chair était accoutumée au fer. Dès son plus jeune âge, elle confie son vécu, ses craintes et ses espoirs à son journal intime. Polotsk, le village natal de Marie-Antine, se situe dans l'ouest de l'Empire tsariste, dans l'actuelle Biélorussie.
Les Juifs vivent ici entre eux. Ils sont privés de droits, opprimés, souvent persécutés par leurs voisins chrétiens. Sans cesse, les parents répètent à Marie et à ses frères et sœurs de prendre garde aux chrétiens. Lors des fêtes chrétiennes en particulier, les Juifs sont menacés, se souvient Marie. Il y avait toujours quelqu'un pour lancer un mensonge à propos de l'assassinat d'enfants chrétiens. Et ces stupides paysans devenaient fous furieux. Ils s'imbibaient de vodka et se mettaient en route pour tuer les Juifs. Dans l'Empire des Tsars, éclatent régulièrement des pogroms. Ce terme, qui désigne des meurtres et pillages perpétrés contre les Juifs, est d'origine russe. Les goïs allaient me réduire en pièces avec leurs haches, leurs couteaux et leurs cordes. Ils allaient me brûler vive. La croix, qu'est-ce qu'ils me feraient en premier ? À l'époque, le tsar règne aussi sur l'Église orthodoxe russe. En tant que protecteur de la véritable foi chrétienne, il se montre ouvertement hostile au judaïsme. Pour résoudre le problème juif, il table sur une bonne vieille méthode. Un tiers des Juifs doit se convertir, le deuxième tiers émigrer et le dernier mourir de faim. Au milieu du 19e siècle, 5 millions de Juifs vivent sur le territoire qui leur est assigné, parqués comme dans un immense ghetto. Ils se regroupent pour former des villages ou au sein des villes, des quartiers. Comme à Letishev, dans l'Ukraine actuelle. Seuls les anciens se souviennent encore que jusque dans les années 1940, presque tous les habitants étaient juifs. Leur village ou leur quartier, les Juifs l'appellent shtetl en yiddish. Véritables petits îlots de judaïsme au milieu d'un océan russe orthodoxe. Dans l'Empire tsariste, il est interdit aux Juifs de travailler la terre. L'artisanat, en revanche, leur est ouvert. Comme la population des shtetl ne cesse d'augmenter, chaque village compte 10 chaudronniers, cordonniers ou tailleurs. Mais malgré la pauvreté et l'exiguïté, ils vivent soudés face aux menaces du monde extérieur. Aux abords de Letishev vit Babushka Polia, 96 ans. Elle a connu le shtetl. À la tombée de la nuit, le Shabbat commence, c'est vendredi soir. Selon une vieille coutume, Baba Polia demande la bénédiction de Dieu sur sa famille. Спичку ложит. Ну, молиться. Готуню, дай Бог, чтоб все были здоровы, чтоб мы собрались. Comme d'innombrables générations de femmes avant elle, Baba Polia célèbre le Shabbat à la maison au sein de sa famille. Du vin et du pain, deux bienfaits accordés par Dieu. Dans l'opulence ou le dénuement, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Aux archives historiques de Kamenets-Podolsky, dans l'Ukraine actuelle, des montagnes de dossiers témoignent des lois antisémites promulguées par les tsars. Depuis la fin de l'ère soviétique, ces documents commencent à livrer leurs secrets.
La loi dite des canonistes, notamment, s'avère particulièrement inhumaine. Le tsar instaure une conscription forcée pour tous les garçons juifs. Comme le prouvent les listes militaires, leur incorporation a lieu dès l'âge de 14 ou 15 ans. Et sous certains tsars, ils doivent servir pendant 25 ans. Le recrutement est laissé aux soins des communautés juives elles-mêmes. Certaines font donc appel à des rappeurs, des kidnappeurs. Les parents savent que c'est l'enfer qui attend leur fils. Et que si jamais il leur est donné de les revoir un jour, ce seront alors des étrangers qui auront perdu tout lien avec leurs racines juives. Pour 300 roubles, les parents peuvent acheter la liberté de ces jeunes recrues. Une petite fortune. Beaucoup de familles mettaient en gage leur bétail, ou même leur maison et leur ferme. Les parents qui ne pouvaient pas se le permettre allaient jusqu'à commettre l'inimaginable. Ils mutilaient leurs fils. Ils leur coupaient les doigts ou les orteils pour qu'ils échappent à l'armée du tsar. S'ils faisaient tout cela, c'était pour éviter à leurs enfants les violences qu'on leur infligerait à l'armée pour les rendre étrangers à leur foi et à leur culture juive. C'est ainsi que dans l'Empire des Tsars, les Juifs connaissent dès l'enfance l'oppression et la souffrance. Pour beaucoup d'entre eux, la religion est le seul soutien, le seul refuge. Dans l'adversité, justement, la foi fait naître des forces nouvelles. Dans ce contexte de retour à la spiritualité, un nouveau courant religieux fait de plus en plus d'adeptes, le hassidisme. Bientôt, dans tous les shtetls, on croise ces hommes portant de longues barbes, des caftans et des toques de fourrure. Ils se nomment les pieux, Chassidim en hébreu. La ville de Medjibosh en Ukraine est aujourd'hui encore un important lieu de pèlerinage pour les juifs hassidiques. C'est là qu'est enterré le fondateur du mouvement, le Baal Shem Tov. Son message était simple et il a convaincu. La seule façon de donner aux Juifs un sentiment de dignité et de valeur personnelle, c'est de leur montrer que, aussi modestes soient-ils, avec des sentiments, de l'amour et de la joie, ils peuvent servir Dieu mieux que n'importe qui. D'après le Baal Shem Tov, si la vie des Juifs est dépourvue de joie, comment Dieu pourrait-il rester auprès de nous? Là où ne règne que l'affliction, Dieu se retire. Des Juifs hassidiques venus des États-Unis, d'Israël et d'Europe se rendent sur sa tombe. Leur dévotion ne s'exprime pas seulement au travers de la prière, mais dans la vie quotidienne. Tout entière consacrée au service de Dieu, la vie doit donc être remplie de joie. Voici mon petit-fils qui vient d'Israël et mon petit-fils de Londres. Comme vous pouvez le constater, tous deux portent ce que nous appelons une armure. C'est une façon d'exprimer leurs différences. Nous voulons nous tenir à l'écart. Nous sommes des gens bien, nous sommes polis avec tout le monde, mais il n'empêche de la distance. Parce que nous voulons préserver notre spécificité où que nous soyons. Aujourd'hui, New York est l'un des principaux foyers du hassidisme. Les Hassidim perpétuent la tradition de leurs ancêtres. Beaucoup sont les descendants d'immigrants juifs venus de Russie. L'univers clos du shtetl commence à se désagréger. Les uns cherchent un soutien dans la foi intérieure. Les autres décident de fuir la misère et l'oppression. Comme Marie Antin et sa famille, ils osent croire en un nouveau départ. Des compagnies maritimes font de la réclame pour une nouvelle terre promise par-delà le grand océan, l'Amérique.
Israel Antin, le père de Marie, entreprend ce voyage dans l'espoir de bâtir là-bas une existence nouvelle. Alors seulement, sa famille le rejoindra. Ce moment-là, cela fait 3 ans que Marie l'attend. Son père vient enfin de leur envoyer les billets pour la traversée. La famille avait l'intention de partir en secret, discrètement. Mais la nouvelle a tôt fait de se propager dans le village. Marie et sa mère renoncent à leurs amitiés et traditions. Elles abandonnent leur univers familier dans l'espoir de trouver en échange liberté et prospérité. Comme la famille Antin, 2 millions de juifs russes quittent leur patrie à la fin du 19e siècle. Cette époque est marquée par une importante vague d'immigration. Leur destination à tous, l'Amérique. Pour eux, la statue de la liberté est au carrefour des cauchemars du passé et des promesses de ce nouveau monde. Après 3 semaines de voyage, Marie, sa mère et ses frères et sœurs arrivent à Boston. Le hall d'immigration est un passage obligé. Cela fait 3 ans que Marie n'a pas vu son père. Va-t-elle le reconnaître? Avant les retrouvailles, le fonctionnaire soumet la famille à un interrogatoire. Les nouveaux citoyens sont-ils en bonne santé? Sont-ils aptes au travail? Qui va subvenir à leurs besoins? De nombreux immigrants juifs voient dans ce nouveau départ l'occasion de rompre avec les anciennes traditions. L'Amérique devient une nouvelle terre d'accueil pour les Juifs. La plupart des immigrants s'établissent à New York, dans le Lower East Side. Ce quartier est leur nouvelle patrie. Ils y ouvrent des magasins d'alimentation cachère et construisent des écoles et des synagogues. La Constitution américaine leur garantit les mêmes droits qu'à tous les autres citoyens, indépendamment de leurs convictions religieuses. De leur village d'Europe de l'Est, les immigrants se retrouvent directement dans une grande ville moderne. Contraints de multiplier les petits travaux pour survivre, ils sont journaliers, chiffonniers et marchands ambulants. Ils n'ont ni éducation ni bien personnel et ne parlent pas anglais. La plupart d'entre eux logent dans des tenements, des immeubles de rapport, sans confort, aux appartements exigus. Certaines familles nombreuses s'entassent dans des 2 pièces. Beaucoup de Juifs exercent le métier de tailleur qu'ils ont appris en Russie. Mais le travail à domicile rapporte peu et les salaires chutent, constamment tirés vers le bas par l'afflux de main-d'œuvre bon marché. Les femmes juives subviennent elles aussi aux besoins du ménage. Elles se démarquent ainsi de leur rôle traditionnel. Dans les syndicats, elles luttent contre les mauvaises conditions de travail. Ce qu'elles souhaitent pour leurs enfants, c'est une vie meilleure, l'instruction et l'ascension sociale. La mère de Marie Antin s'émancipe elle aussi. Et cela se voit. Désormais, elle ne cache plus ses cheveux sous un foulard, comme la tradition l'impose à toutes les femmes juives.
Ce qu'ils ont créé, c'est une culture juive américaine, différente de celle qui était autrefois la leur en Europe de l'Est. Mais cette culture était également différente de toutes celles qui ont vu le jour dans d'autres terres d'immigration, en Angleterre, en France, en Palestine. Partout où ils se sont établis, les immigrants juifs ont inventé de nouvelles formes culturelles spécifiquement adaptées à l'endroit. Ils ont trouvé des façons d'intégrer des mots, des expressions, des réalités américaines au mode de vie juif. Pour Marie-Anne aussi, le rêve américain tient ses promesses. Après ses études, elle devient journaliste et écrivain. Elle prend elle-même sa vie en main. Sa destinée est semblable à celle de bien des immigrants juifs, et néanmoins exceptionnelle. C'est à Lake Luzerne, dans l'État de New York, que vivent les descendants de Marie-Anne. Ils se considèrent avant tout comme américains. Quant à leurs convictions religieuses, c'est une affaire strictement personnelle. L'arrière-petite-fille de Marie-Anne est chanteuse de country. Elle a écrit une chanson sur l'histoire de son arrière-grand-mère. Une chanson qui évoque l'Amérique des immigrants juifs. Cette Amérique qui pour eux est devenue la terre promise. Les 6 millions de Juifs des États-Unis forment aujourd'hui la plus grande communauté juive au monde avec Israël. Mais pour bien des Juifs croyants, il n'existe qu'une seule et unique terre promise, Eretz Israël, la terre biblique de leur père. À travers les siècles, l'espoir d'un retour ne s'est jamais éteint. Au XIXe siècle, Jérusalem est sous domination ottomane. En référence à Sion, devenu synonyme de la ville et du pays tout entier, les colons juifs se donnent le nom de sionistes. Beaucoup d'entre eux sont des intellectuels. Sur la terre promise, ils veulent inventer une vie nouvelle pour un homme nouveau, selon leurs propres termes. Au lieu de l'étude de la Bible, ils préconisent le travail manuel. Ils retroussent leurs manches, assèchent les marais, plantent des arbres. Alors que les travaux agricoles leur ont longtemps été interdits, ils font de la pelle et la pioche les symboles d'une vie autonome. Un homme va faire de leurs idéaux un programme politique. Il va unifier différentes tendances pour créer un mouvement d'ensemble. Cet homme, c'est Theodor Herzl. Ses parents sont des juifs assimilés de Budapest. Ils ne font pas grand cas de la religion. Theodor Herzl est le correspondant à Paris d'un journal viennois, la Neue Freie Presse. Il est fasciné par la France, ce pays où, depuis la Révolution, les Juifs bénéficient devant la loi d'une égalité de droit. Beaucoup occupent des positions influentes, au sein de l'État ou dans la sphère économique. Et pourtant, il y a encore, profondément ancré dans cette société, des préjugés contre les Juifs. Bientôt, l'école militaire de Paris est le cadre d'un drame qui va ouvrir les yeux à Herzl. En 1894, l'officier juif Alfred Dreyfus est accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Le Conseil de guerre le condamne à la déportation à vie, sans preuve tangible. Le capitaine Dreyfus subit la dégradation militaire en public. Il ne cesse de clamer son innocence. Mais ses protestations restent vaines. Il est juif et donc coupable. Même la presse, dite sérieuse, se fait l'écho des morts aux Juifs et à mort Judas. Le procès divise le pays. Theodor Herzl suit de près cette affaire. Des débordements antisémites dans un pays éclairé, au sommet de la société, dans l'Europe du tournant du siècle.
Cette expérience va s'avérer fondamentale pour lui. Dans les articles qu'il rédige pour son journal, Herzl dénonce certaines incohérences. Il est convaincu de l'innocence de l'officier juif, une opinion minoritaire. Les pièces du dossier judiciaire sont conservées aux archives militaires à Paris. Il faudra attendre 12 ans pour qu'Alfred Dreyfus soit réhabilité dans le cadre d'un nouveau procès. En 1906, il est démontré que les écrits ayant conduit à l'inculpation de Dreyfus étaient des faux. Ainsi, Theodor Herzl avait vu juste. L'affaire Dreyfus n'était en fait que l'expression d'une hostilité latente vis-à-vis des Juifs, dans la France de ces années-là. Il en est convaincu. Il n'existe en Europe aucun endroit où les Juifs soient en sûreté. Assimilez-vous et vous vous en trouverez mieux, nous a-t-on crié avec emphase. Nous l'avons fait en gardant quand même notre nez. Nous avons oublié nos propres coutumes, nous avons négligé notre propre culture. À quoi cela nous a-t-il servi? Aux yeux des peuples, nous sommes restés des Juifs, non pas des personnes de confession juive, mais les fils d'une autre lignée. Le peuple juif ne peut être maître de son destin que sur son propre sol. Theodor Herzl écrit un livre dans lequel il expose sa théorie. Ce livre, il l'intitule « L'État des Juifs ». Au casino de Bâle, Herzl convoque, à peine un an plus tard, un congrès juif. 200 hommes et femmes, des délégués issus de 24 pays, répondent à son invitation. Ils sont rabbins, étudiants, hommes d'affaires et professeurs. Ils adoptent un programme qui vise à encourager l'implantation juive et à établir en Palestine, pour le peuple juif, un foyer garanti par le droit public. Herzl est convaincu que juifs et arabes pourront y vivre ensemble en paix. Bâle devient ainsi le théâtre d'un événement historique. Après le congrès, Theodor Herzl note dans son journal personnel « À Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je le dis aujourd'hui à haute voix, je serai salué par un éclat de rire général. Dans 5 ans peut-être, mais dans 50 ans sûrement, tout le monde le reconnaîtra. » Dans son roman « Alt-Neuland », Nouveau pays ancien, Herzl ébauche sa vision d'un État juif pacifique et moderne. Si vous le voulez, ce ne sera pas un conte. Mais du conte à la réalité politique, un long chemin reste à parcourir. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que les Nations Unies approuvent la création d'un État juif sur une partie de la Palestine. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame la naissance de l'État d'Israël. L'étoile de David, de couleur bleue sur fond blanc, le symbole des sionistes, devient l'emblème de la nation juive. La proclamation de l'indépendance marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire du peuple juif. Une ère également obscurcie par les guerres. Le rêve d'une coexistence pacifique des cultures, si cher à Herzl, ne s'est pas réalisé. Là où il a vu juste, en revanche, c'est qu'Israël est aujourd'hui une démocratie moderne. Tout juif, quelles que soient ses convictions religieuses, doit avoir le droit de s'établir en Israël. Mais aujourd'hui, comme hier, tous les juifs sont loin de partager l'enthousiasme de Herzl pour un État souverain. D'un côté, nous avons les orthodoxes, qui prônent bien entendu le retour sur la terre de leur père. D'ailleurs, tous les ans, durant la fête de Pessah, on prononce les mots « l'an prochain à Jérusalem ».
C'est quelque chose de très fort. Mais pour eux, cela peut uniquement se concrétiser avec la venue du Messie et non par le biais d'un État national. Ils ont donc rejeté catégoriquement l'idée formulée par Herzl. L'autre groupe, ce sont ceux que l'on appelle aujourd'hui de manière un peu méprisante les Juifs assimilés, c'est-à-dire des hommes et des femmes installés dans différents pays et qui ont dit « nous sommes autrichiens, allemands ou autres de confession juive ». Et voilà que maintenant quelqu'un arrive avec l'idée d'un peuple juif. Ça fait tellement longtemps qu'on se démène pour être reconnu ici, dans notre pays, et maintenant on nous dit non, ce n'est pas du tout ça, vous formez un peuple et on va créer un État. Tous ces juifs-là étaient d'avis que ça allait nuire à leur réputation et être un nouveau facteur d'antisémitisme. Dans le Berlin du tournant du siècle, beaucoup de juifs envisagent l'avenir avec optimisme. Sur le plan économique comme culturel, la ville est en plein épanouissement. Un nouveau siècle, nouveau symbole. L'heure est à la modernité, même pour les juifs. Les 2/3 des juifs allemands vivent alors dans la ville sur la Spree. La plupart sont assimilés. En même temps que leur habillement traditionnel, les juifs ont aussi abandonné leurs rites les plus stricts et leur langue yiddish. La grande synagogue de Berlin est l'expression de cette nouvelle conscience juive. Elle témoigne aussi d'un sentiment de sécurité. Les synagogues donnent désormais sur les rues principales et ne sont plus dissimulées comme autrefois dans une arrière-cour. Dans toute l'Allemagne, des lieux de culte de style wilhelminien voient le jour. La plupart seront détruits sous le Troisième Reich. Néanmoins, leur seule splendeur reconstituée évoque l'importance que l'Allemagne accordait en ce temps-là à la communauté juive. Cette époque voit l'avènement du judaïsme réformé, libéral et ouvert sur le monde. Hommes et femmes prient et chantent désormais en commun. Le rabbin porte une robe et dirige l'office en allemand. On ne se sent plus juif en Allemagne, mais juif allemand. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Karl Wolf, fils d'un commerçant juif, se porte volontaire pour le front. Comme pour beaucoup de juifs, cet engagement s'accompagne à ses yeux d'un espoir tout particulier. C'est en tant qu'Allemand que je pars à la guerre pour protéger ma patrie harcelée. Mais je m'engage aussi en tant que juif, afin d'obtenir une totale égalité de droits pour mes coreligionnaires. Les juifs brillent en médecine, dans les arts ou les affaires. En revanche, les portes de la fonction publique leur restent fermées. 1 300 000 Allemands répondent à la mobilisation générale. Parmi eux, 100 000 juifs. Des photos de Karl Wolf pendant la guerre. Soldats juifs et chrétiens se côtoient en camarades. Le combat contre un ennemi commun est facteur de cohésion. Son album photo a survécu à l'épreuve du temps. Son fils, Paul Wolf, a réussi à l'emporter avec lui aux États-Unis. Mais l'espoir de reconnaissance que nourrissait son père est resté inassouvi. Tandis que sur le front, des soldats meurent par milliers, le gouvernement du Reich procède au recensement des Juifs au sein de l'armée. Cette opération est censée démasquer les Juifs allemands soupçonnés d'être des tirs au flanc. Mais les statistiques établissent le contraire et restent donc sous clé. Les décorations militaires sont un bien maigre réconfort face à la déception des soldats juifs. Comme Karl Wolf, beaucoup se sentent trahis par le pays pour lequel ils ont risqué leur vie. D'après les discussions que nous avons eues, mon père se sentait avant tout allemand au début de la Première Guerre mondiale. Beaucoup plus allemand que juif. Mais cette vision-là, justement, est mise à l'index par la société wilhelminienne. Des caricatures sur des cartes postales de vacances. Ici, on ne veut pas de juifs. Certaines stations balnéaires clament même haut et fort
être exempte de juifs. Les citoyens juifs deviennent des étrangers dans leur propre pays. Les représentations hostiles aux juifs sont de bon ton dans la vie quotidienne en Allemagne. Plus les juifs sont assimilés, plus on s'ingénie à trouver de nouveaux arguments pour motiver la haine. Tout repose désormais sur l'antisémitisme. Les juifs ne sont plus victimes de discrimination en tant que communauté religieuse, mais en tant qu'ennemis de la société, et même en tant que race inférieure. Être juif devient un sort inéluctable. Si je devais définir l'antisémitisme, je dirais que c'est l'opinion selon laquelle les Juifs forment un groupe soudé avec des traits de caractère à dominante négative et qu'ils nuisent à la société dans laquelle ils vivent pour en tirer des avantages personnels. Et tout cela, ils le font dans l'ombre. C'est un point très important. Ils n'agissent pas ouvertement, on ne peut pas les combattre ouvertement. Toutes ces manœuvres ont lieu en secret. Et l'antisémite est justement quelqu'un qui fait éclater tout ça au grand jour. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est exsangue. À la fierté nationale blessée s'ajoute la crise économique. Les groupes radicaux ont le vent en poupe. Ils font de l'antisémitisme leur programme. On a besoin de boucs émissaires. C'est à cause des Juifs, clame-t-on maintenant, que l'on a perdu la guerre, et ils tirent profit de la détresse de l'Allemagne. En 1933, les nazis prennent le pouvoir. Ils mettent aussitôt en pratique leur programme antisémite. Boycott de tous les magasins juifs, loi raciale, interdiction d'exercer certaines professions, expropriation. Meine Herrschaften, hier ist Boykott in jüdischen Warenhäusern. Gehen Sie doch bitte weiter. Es sind sämtliche jüdische Geschäfte geschlossen. À l'époque, Karl Wolf est père de 3 enfants. Comme beaucoup de juifs, il pense alors que le national-socialisme n'est qu'un phénomène éphémère et que ses enfants sont en sécurité en Allemagne. Le 9 novembre 1938, la réalité rattrape la famille Wolf. La SA, la milice nazie, vient arrêter Karl Wolf. Erika Wolf est seule à la maison avec ses enfants. Son mari est chez son beau-frère. Les médailles de son époux n'intéressent pas les sbires de la SA. Les services rendus à la patrie ne sont nullement gage de protection. Peu après, Karl Wolf sera retrouvé puis envoyé en camp de concentration. Cette nuit-là, à travers toute l'Allemagne, les synagogues sont la proie des flammes. Les magasins juifs sont pillés. 3000 juifs sont arrêtés puis internés dans les camps. Des centaines d'autres assassinés. Les SS l'ont arrêté pendant la nuit de cristal. Ensuite, il est resté, je crois, 3 semaines en prison. Finalement, on l'a libéré, surtout parce qu'il avait des papiers de la Première Guerre mondiale. Mais tout ça lui a ouvert les yeux. Il s'est dépêché de régler ses affaires pour pouvoir quitter le pays avec sa famille. Schnell meine Sachen zusammenhalten, dass ich auswandern kann mit der Familie. Au mois d'avril 1939, les nazis s'acharnent une dernière fois sur la famille Wolf. Ils veulent être certains que ces juifs aisés n'emportent aucun objet de valeur. Mais les Wolf n'ont plus qu'un seul souhait, pouvoir vivre en toute sécurité aux États-Unis. Là-bas, un oncle s'est porté garant pour eux. À l'époque, Paul Wolf a 9 ans. Il assiste à la saisie des biens de ses parents. Paul veut sauver au moins un objet du patrimoine familial. Ce vase en cristal, les nazis ne l'auront pas. Sans son cerclage en or, il leur paraîtra dénué de valeur, espère-t-il. Aujourd'hui, ce vase occupe une place d'honneur dans son salon, aux États-Unis.
6 millions de Juifs assassinés dans d'atroces circonstances. Un chiffre inconcevable. 6 millions de destins. Le mémorial Yad Vashem à Jérusalem est dédié à la mémoire des victimes de la Shoah. L'expression Yad Vashem, qui signifie littéralement monument et nom, est tirée du livre d'Isaïe. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes remparts un monument et un nom meilleurs que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui jamais ne sera effacé.